Bonjour à tous, alors comme vous savez, on a repris en demi-jauge et il se trouve qu'il y a une partie chaque semaine de la classe que je verrai plus que l'autre, puisque il y a un groupe que je vois 4 heures et l'autre groupe que je vois 2 heures, donc il faut à chaque fois que le groupe que je vois moins rattrape ce qu'on fait en classe entière. Donc ici, on rattrape la partie que j'ai fait cette semaine avec l'autre groupe, où j'ai commencé un nouveau chapitre, donc un chapitre de sociologie, le chapitre 7. Donc on commence tout de suite. Je vous ai envoyé par message les documents que je vais utiliser ici, et avec uniquement les documents dont on a besoin là, et de toute façon je vous distribuerai quand on se verra en réel le dossier documentaire pour le cours comme d'habitude. Donc là vous avez normalement en format PDF uniquement les documents que je vais utiliser ici, dont je vous demande de vous munir parce que vous en allez avoir besoin. Et de toute façon je continuerai à les afficher au fur et à mesure qu'on travaillera dessus. Donc allons-y, chapitre 7. Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance? Et on commence tout de suite par l'introduction, observer des comportements déviants. Et on va commencer par étudier le premier document, le document 1, une campagne de la RATP contre les incivilités dans les transports en commun. On voit 4 images, donc on voit qui saute par-dessus le tourniquet peut tomber sur un contrôle à quai, qui salit les sièges à l'allée risque au retour de se tacher, qui jette un chewing-gum à la poubelle en aura moins sous les semelles, et qui bouscule 5 personnes en montant ne partira pas plus vite pour autant. Donc on voit que voilà des mises en scène où on... donc c'était une campagne qui avait été faite je crois en 2013 il me semble, où voilà, on a remplacé des personnes qui ont des comportements d'incivilité dans les transports, donc là c'est le métro parisien, par des animaux. Et on vous demande deux questions. Qu'ont en commun les comportements représentés par la campagne RATP et sont-ils tous à mettre sur le même plan? On voit qu'ils ont en commun euh, tous ces comportements-là, ils ont quand même en commun une chose, c'est qu'ils ne respectent pas une norme sociale. Petit rappel, hein, les normes sociales, ce sont tous les comportements qu'on est censé vivre, qu'on est censé suivre quand on vit en société. Donc typiquement, quand on prend les transports en commun, il y a plein de normes sociales qu'on est censé respecter. Ne pas bousculer les autres, ne pas mettre ses pieds sur le siège d'en face, ne pas se salir, etc. Donc on voit que ces 4 comportements-là ne respectent pas les normes attendues par un utilisateur des transports. En deuxième question, on vous demande quand même, sont-ils tous à mettre sur le même plan, tous ces comportements? Et on voit que pas exactement. En fait, on voit qu'il y a, sur ces 4 comportements, il y a 3 comportements qu'on peut ranger dans l'ordre de l'incivilité. Donc c'est le fait de cracher un chewing-gum, bousculer ou salir les sièges. Mais il y en a un qui est un petit peu différent, celui qui fraude, qui là n'est plus dans l'ordre de l'incivilité, mais carrément dans l'ordre de l'illégalité. Et en fait, on peut faire une différence du coup entre tous ces comportements, avec d'un côté le fait de ne pas respecter simplement une norme sociale, et ça va être de l'incivilité, de la déviance, et carrément le fait de ne pas respecter une loi, et là ça va aller au-delà de l'incivilité, ça va être de l'illégalité et ça va être carrément de la délinquance. Et ça, on va avoir comme ça une différence de degré entre la déviance et la délinquance. Donc, pour conclure sur cette petite introduction, ce qu'il faut noter et ce qu'il y a à retenir, c'est que la vie en société repose sur un ensemble de normes qui sont la plupart du temps intégrées et respectées. Cependant, certains individus transgressent ces normes. Et cela suscite des réactions. Évidemment, hein, quand vous voyez quelqu'un frauder les transports ou jeter son chewing-gum partout, ça peut vous indigner, vous pouvez lui faire une réflexion même. Donc ça suscite des réactions par les gens qui sont autour. Aussi, s'intéresser à la transgression des normes, ça pose un certain nombre de questions. Et en gros, ça va être les principales problématiques qu'on va traiter dans ce chapitre-là. En gros, on va se poser 4 questions principales. Premièrement, qu'est-ce qu'un déviant? Comment devient-on un déviant? Quelles sont les frontières entre la déviance et la délinquance? Et peut-on mesurer la délinquance? Voilà. Et ça va être les principales questions qu'on va se poser dans ce chapitre. Donc commençons tout de suite. Grand 1, qu'est-ce que la déviance? Et on commence par le grand A, un phénomène qui découle de l'existence de normes. Alors, on va tout de suite passer à l'étude du document 2, les normes sociales et les normes juridiques.
on va lire le document ensemble et puis on va répondre aux questions. Donc le premier document, c'est un texte qui est un texte publié en 1895 par Émile Durkheim. Petit juste remise en contexte, Émile Durkheim, c'est probablement le premier sociologue français. Il est considéré un peu comme le père fondateur de la sociologie à la fin du 19e siècle, au moment où la sociologie n'existe pas vraiment en tant que discipline universitaire à part entière. Et c'est un peu lui qui a créé la sociologie en France. Donc il est encore très célèbre aujourd'hui, notamment en sociologie, parce que justement c'est lui qui a un peu posé les règles de base de comment on fait de la sociologie. D'ailleurs, le livre duquel est extrait ce texte s'appelle « Les règles de la méthode sociologique », et justement, c'est un peu l'acte fondateur de la sociologie française. Alors, allons-y. Les relations sociales peuvent se fixer sans prendre pour cela une forme juridique. Il en est dont la réglementation ne parvient pas à ce degré de consolidation et de précision. Elles ne restent pas indéterminées pour cela, mais au lieu d'être réglées par le droit, elles le sont par les mœurs. Le droit ne réfléchit donc qu'une partie de la vie sociale et par conséquent ne nous fournit que des données incomplètes pour résoudre le problème. Il y a plus. Il arrive souvent que les mœurs ne sont pas en accord avec le droit. On dit sans cesse qu'elles en tempèrent les rigueurs, qu'elles en corrigent les excès formalistes, parfois qu'elles sont animées d'un tout autre esprit. Mais cette opposition ne se produit que dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Il faut pour cela que le droit ne corresponde plus à l'état présent de la société et que pourtant il se maintienne sans raison d'être par la force de l'habitude. Mais il ne peut se produire que des cas rares et pathologiques, qui ne peuvent même durer sans danger. Normalement, les mœurs ne s'opposent pas au droit, mais sont au contraire sa base. Donc, pathologique, c'est quelque chose de maladif, de quelque chose qui va pas. Alors, en gros, il nous dit qu'il y a deux types de normes juridiques et normes sociales. Ce que lui, il appelle les mœurs, c'est les normes sociales, et que le plus souvent, les normes juridiques et les normes sociales, c'est la même chose. Les normes juridiques découlent des normes sociales, mais il arrive que il y a un découplage, que certaines normes juridiques qui ne soient pas en même temps des normes sociales, mais souvent c'est temporaire ou c'est quelque chose de plus rare. Et c'est souvent quelque chose de temporaire qui indique que, par exemple, les mœurs ont changé, les normes ont changé, mais que la loi ne s'est pas encore adaptée. Et on voit par exemple, on voit ensuite donc, la définition de norme. On peut faire un petit rappel. Une norme est une règle sociale qui prescrit ou interdit un comportement. Le respect ou le non-respect d'une norme peut faire l'objet de récompenses ou de sanctions. Une norme sociale peut être édictée par le droit, une loi ou un décret, ou relever des habitudes et des usages, ce qu'on appelle les mœurs. Et on voit après un petit schéma bilan où on a les normes sociales, les normes juridiques et donc en bleu les normes sociales, en orange les normes juridiques et en vert l'intersection entre les deux, donc les normes qui sont à la fois sociales et juridiques. Donc les normes sociales qui ne correspondent pas à des normes juridiques, on a par exemple manger avec des couverts. Les normes juridiques qui ne correspondent pas à des normes sociales, par exemple la limitation de vitesse à 80 km/h. Et enfin les normes juridiques qui correspondent à des normes sociales, le respect de la propriété privée. On voit que c'est dans la loi et c'est aussi dans nos habitudes de ne pas voler. Voilà. Alors, pour essayer de mieux comprendre un petit peu tout ça, et puis on va en profiter au fil des documents pour placer un certain nombre de définitions, commençons par répondre aux questions. Premièrement, on vous demande, en vous aidant du schéma, donner un exemple de norme sociale qui n'a pas de forme juridique. Donc une norme qui serait sociale, c'est-à-dire respectée par tous, qu'on nous a transmis lors de la socialisation, mais qui ne soit pas formalisée dans la loi. Ça, il y en a plein. Les normes sociales organisent et dictent notre vie quotidienne sans qu'elles fassent l'objet de loi la plupart du temps. Donc ne pas mettre ses doigts dans son nez, ne pas doubler quand on fait la queue, se laver les mains avant de passer à table, tout ça, ce sont des normes sociales largement respectées, mais qui ne font pas l'objet de loi. Donc voilà, là je vais citer un certain nombre d'exemples. Deuxièmement, on vous demande de distinguer ce qui distingue les normes juridiques et les normes non juridiques. Donc, il faut bien, ça va être quelque chose d'important à noter, parce que justement, pour essayer de comprendre la déviance, ce à quoi on viendra par la suite, ça va être très important de comprendre est-ce qu'on est en train d'enfreindre une norme sociale ou une norme juridique, ou les deux. Donc, les normes juridiques, la plupart du temps, ce sont des normes sociales. Ce sont des règles sociales qui prescrivent ou interdisent un comportement. Ce qui distingue les normes juridiques, c'est qu'elles ont été édictées
par la loi, par la réglementation, par les décrets, par le droit. D'accord? Donc, je pense que c'est pas extrêmement difficile à comprendre, mais c'est vraiment très important de l'avoir en tête, et on va en profiter là pour définir. Donc les premières définitions de ce chapitre, ça sera sur les normes sociales et les normes juridiques. Donc définition à noter et à retenir. Les normes sociales renvoient à l'ensemble des règles qui permettent la vie en société en prescrivant ou en interdisant des comportements. Le respect ou le non-respect de ces normes sociales peut faire l'objet de sanctions ou de récompenses. Ces règles relèvent plutôt des mœurs, des usages, des coutumes, elles sont souvent officieuses et tacites. Les normes juridiques, à l'inverse, renvoient à une forme spécifique de normes sociales, celles qui sont définies par les règles de droit, et donc en particulier par le législateur. Il s'agit des lois, mais aussi des décrets, des arrêtés municipaux, des contrats signés. Bref, ce sont des règles énoncées officiellement. Si des normes juridiques sont enfreintes, elles peuvent faire l'objet d'une condamnation par la justice. Donc par exemple, la loi, c'est évidemment une norme juridique. Le règlement intérieur du lycée, c'est également ce qu'on peut appeler une norme juridique formelle. Si on enfreint la loi, on peut faire de la prison. Si vous enfreignez le règlement intérieur, vous pouvez faire des ordres de retenue. Donc tout ça, ça va se placer du point de vue officiel, du point de vue formel, du point de vue norme juridique. Enfin, troisième question, on vous demande d'illustrer un exemple qui souligne la phrase soulignée. Donc la phrase soulignée du texte étant « Il arrive souvent que les mœurs ne sont pas en accord avec le droit ». Donc là, il faut comprendre que parfois, on va être dans la partie orange là, de notre schéma, essayer de comprendre quelles sont ces lois, ces règles, ces normes juridiques qui ne sont pas sous-tendues par des normes sociales, c'est-à-dire qui sont inscrites dans le droit, mais qui ne sont pas respectées par la plupart des gens, qui ne sont pas considérées comme normales par la plupart des gens, qui ne sont pas devenues des normes sociales intériorisées pour la plupart des gens. Et là, en fait, donc, il arrive que ces mœurs ne sont pas... ne soient pas en accord avec le droit, dès lors que justement elles ne sont pas considérées comme normales par la société, mais en gros, il va pouvoir se passer deux cas de figure. En gros, donc pour simplifier, soit c'est le droit qui en avance sur les mœurs. On est bien d'accord quand je parle des mœurs, hein, les mœurs ça veut dire les coutumes, c'est les normes sociales hein, que je dis, c'est les habitudes d'une société, c'est ça que ça veut dire les mœurs. Donc soit c'est le droit qui en avance sur les mœurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change dans la loi alors que les gens ne sont pas encore habitués, c'est pas encore passé dans leurs habitudes, soit c'est l'inverse, soit c'est la loi qui est en retard sur les mœurs, c'est-à-dire qu'en fait les habitudes ont changé, donc il faudrait changer la loi, mais bon, la loi, ça met un peu plus de temps à être changée, parce qu'il faut que ce soit voté par le Parlement et tout, et du coup, il y a encore des lois qui existent, mais qui sont plus appliquées. Donc on va détailler un petit peu ces deux cas de figure. Donc, il arrive troisième question, hein, il arrive que les mœurs ne soient pas en accord avec le droit pour deux raisons. Premièrement, le droit peut autoriser des choses que les individus ne tolèrent pas. Premièrement, le droit peut autoriser des choses que les individus ne tolèrent pas. Donc là, c'est clairement quand le droit est en avance sur les mœurs. On peut donner l'exemple qui donne dans le schéma, là, c'est l'exemple des 80 km/h, par exemple. Passer sur les routes nationales de 90 km/h à 80 km/h, globalement, pour la majorité de la population, ça a été vu plutôt négativement. Et d'ailleurs, la plupart des gens n'ont pas encore l'habitude. Surtout, ça fait encore assez peu de temps, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de rouler à 90 et rouler à 80, c'est pas encore naturel pour eux. En classe, on m'a proposé aussi le couvre-feu à 19h. Ben ça, c'est un bon exemple d'une loi qui est passée dans le droit, qui est passée dans la loi. On peut se faire verbaliser si on est dehors après 19h. Pourtant, c'est pas passé dans les habitudes. On n'a pas encore pris l'habitude, on n'a pas été socialisé pour ne pas sortir après 19h. Donc ça, typiquement, c'est un autre exemple. On peut penser aussi à d'autres choses un peu plus anciennes, comme le droit au divorce, par exemple. Fin du 19e siècle, il faut bien avoir en tête qu'avant la fin du 19e siècle, il était interdit de divorcer. On était dans un pays, en France, qui était profondément catholique, profondément religieux, donc évidemment, le mariage, c'est un lien sacré, religieux, etc. Donc on était normalement, hein, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare, et le divorce était complètement interdit. Et évidemment très mal vu. Et ce qu'il faut voir, c'est que même quand le divorce a commencé à être autorisé par la loi,
il était encore très mal vu. Donc on voit que le droit au divorce avait été autorisé, mais il était encore très mal vu par la population. Il n'était pas encore passé dans les mœurs. On pourrait dire la même chose de l'avortement. Quand la loi Veil autorise l'avortement en France, c'était encore quelque chose qui était très mal vu. Et on pourrait d'ailleurs dire que pour beaucoup de gens, c'est encore mal vu, mais non. Mais c'est plus considéré... Enfin, les mœurs se sont habituées, maintenant c'est plutôt quand même devenu la norme, mais au moment dans les années 70 où l'avortement était autorisé, c'était vraiment très 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 mal vu encore dans la population. Donc on voit que là, on est dans des catégories où la loi a été en avance sur les mœurs. Mais il peut arriver des choses complètement inverses, il peut arriver que la loi soit en retard sur les mœurs. Donc deuxième tiré, il peut arriver que la loi interdise des comportements qui depuis ont été complètement tolérés par l'usage. Et là, l'exemple classique qu'on peut citer, c'est le droit pour les femmes de porter un pantalon. Je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes avant n'avaient pas le droit de porter des pantalons. C'était considéré comme des vêtements uniquement masculins et les femmes pouvaient être arrêtées pour porter un pantalon et mises en prison. Et savez-vous depuis quand les femmes ont officiellement le droit de porter un pantalon ? Depuis 2013. Ça fait même pas 10 ans. Alors, évidemment, donc l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon, c'est une vieille loi qui n'était plus appliquée depuis bien longtemps. Évidemment que ça fait plus de 100 ans que les femmes portent des pantalons et qu'elles ne se font pas arrêter. Mais on voit que il arrive parfois qu'on ait dans notre droit des vieilles lois qui avant étaient appliquées et étaient complètement dans les mœurs, qui sont tombées en désuétude et ne sont plus du tout appliquées. Voilà. Donc ça peut arriver qu'il y ait ce type de dichotomie et bien sûr, voilà, la loi a depuis changé. Voilà, donc on a fini pour ce premier document. Ça nous a permis de bien faire la différence entre normes sociales et normes juridiques, voir que le plus souvent, les normes juridiques sont aussi une sous-partie des normes sociales, mais qu'il arrive parfois que les normes... qu'il y ait des normes juridiques qui ne soient pas des normes sociales quand elles sont en avance ou quand elles sont en retard sur les mœurs. Document 3. Passons au document 3 où on va étudier la diversité des actes de déviance et on va un petit peu faire la différence justement entre les notions de déviance, délinquance, etc. Donc document 3, la diversité des actes de déviance. On lit le document ensemble. Tuer son voisin, renverser volontairement du chocolat fondu sur la moquette blanche au cours d'un repas, chahuter en classe, être homosexuel, commettre un hold-up dans un bureau de poste, oublier de fêter l'anniversaire d'un proche, tricher dans une partie de domino entre amis, s'adonner au commerce de stupéfiants ou se prostituer, se moucher au milieu d'un concerto violent. Tout un chacun sait faire la différence entre ces genres d'écart à la norme et établir leur inégal degré de gravité. Le manquement aux règles de la bienséance, de la politesse, de la réciprocité et de l'honneur se distingue aisément des agissements qui portent atteinte à la propriété privée, à l'intégrité physique ou à l'ordre public. Les premiers relèvent de formes usuelles de la réprobation sociale, les autres de la procédure pénale. Un premier constat s'impose. La façon de signifier à quelqu'un qu'il a commis un écart inacceptable à une attente collectivement admise dépend du genre de règle qui a été violée. Dans le cas d'une infraction à la loi, ou à une prescription formelle, ce qu'il s'agit de réprimer est un acte de délinquance. Dans le cas de l'inobservance d'une habitude ou d'une convention, d'un acte déviant. Lorsqu'une conduite déroge à ce qu'il faudrait qu'elle soit, elle donne lieu à une sanction. Or, pour qu'une sanction soit prononcée, une première condition semble être requise, qu'une idée préalable de ce que le comportement idéal devrait être habite l'esprit de ceux qui l'infligent, comme celui de ceux qui s'y soumettent. En d'autres termes, il faut que préexiste une norme à l'aune de laquelle puisse se mesurer un écart, et que cette norme soit suffisamment publique pour que la sanction soit comprise comme telle. Voilà, alors, on rentre un peu plus dans le détail sur les normes et les valeurs. On va vous poser 3 questions là encore. Quels sont les 2 points communs entre tous les comportements évoqués
au début du texte, quelle distinction peut-on faire entre déviance et délinquance, et expliquer le passage souligné. Alors premièrement, quels sont les deux points communs qu'on peut faire entre tous les comportements évoqués au début du texte? Donc tous les comportements qu'on évoque, tuer son voisin, renverser volontairement du chocolat fondu sur la moquette, blanche au cours d'un repas, chahuter en classe, être homosexuel, commettre un hold-up dans un bureau de poste, oublier de fêter l'anniversaire d'un proche, tricher dans une partie de domino entre amis, s'adonner au commerce de stupéfiants ou se prostituer, se moucher au milieu d'un concerto violent. On voit que c'est des choses très variées, mais il y a quand même à chaque fois deux points communs. Premièrement, la transgression d'une norme. À chaque fois, on transgresse une norme sociale et on est du coup jugé non conforme à ce qu'on est considéré comme normal. Faites attention, hein, en sociologie, le mot norme se réfère à la moyenne, à ce qui est la norme la plus communément admise. D'accord? C'est parce que donc évidemment tuer son voisin, c'est pas normal, mais là vous voyez que chahuter en classe, c'est aussi considéré comme anormal, puisque la norme normalement dans une salle de classe, c'est d'être silencieux. Et de la même façon, être homosexuel, je ne suis pas du tout en train de dire que les homosexuels ne sont pas normaux, mais simplement le fait que la norme pour la plupart des gens, c'est l'hétérosexualité. Les homosexuels, a priori, d'après ce qu'on sait en France, représentent environ 8%, entre 6 et 8%. Certaines statistiques disent 12, mais c'est assez compliqué à évaluer, % de la population. Donc évidemment, c'est une minorité. Donc, ils ne sont pas ce qu'on appelle dans la norme. Et on pourrait dire la même chose pour certaines communautés, d'ailleurs. Hein. Être musulman en France pourrait être considéré comme une forme de déviance dans la mesure où c'est une minorité. Donc en fait, après, vous allez voir que en fait, la norme, elle change complètement d'un univers normatif à l'autre. Si je prends l'exemple, voilà, pour rester sur des normes religieuses, porter le niqab, donc porter le foulard musulman, si vous êtes dans une famille, si vous êtes chez vous et que vous êtes dans une famille qui pratique l'islam, bah, c'est absolument normal et vous êtes dans la norme. Par contre, si vous essayez de rentrer à l'école, c'est porter le voile est interdit, donc là, vous n'êtes plus dans la norme, vous êtes en train d'avoir un comportement déviant. Donc vous voyez que, et ça on y reviendra dans la troisième partie, mais que il faut bien faire attention à quel univers normatif on se réfère pour savoir si un comportement est déviant ou pas. Et un comportement peut être déviant dans un certain milieu et pas du tout dans un autre. D'accord ? Ceci étant dit, donc les deux points communs qu'on peut observer entre tous ces comportements, c'est premièrement la transgression d'une norme, donc des comportements qui, dans un certain contexte, peuvent être jugés comme non conformes, et deuxièmement, ça ne suffit pas de simplement transgresser la norme, on peut voir qu'il y a une réprobation. Ces comportements font l'objet d'une sanction négative. Et ça va être très important de voir que, en fait, pour qu'il y ait un acte déviant, il faut qu'il y ait ces deux parties. Il faut non seulement qu'il y ait une transgression des normes, mais aussi qu'il y ait une réprobation. Par exemple, si, quand vous discutez et quand vous chahutez en classe, je vous disais rien et je vous reprenais pas, bah, en fait, vous continueriez à le faire et puis chahuter en classe deviendrait la nouvelle norme. Comme je vous reprends et que je vous sanctionne quand vous le faites, ça permet de garder, de conserver la norme classe silencieuse et de faire en sorte que le chahut soit bien un acte de déviance. Donc, deux points communs à tous ces comportements, transgression de normes et ça suscite une réprobation qui fait l'objet d'une sanction négative. Question 2. On vous demande quelle distinction peut-on faire entre la déviance et la délinquance. Ça, j'espère que c'est suffisamment clair. On vous dit, en fait, ça va dépendre de quelle norme a été transgressée. Si on transgresse une norme sociale qui n'est pas une norme juridique, on est simplement dans la déviance. Si on transgresse une norme juridique, la loi par exemple, on est dans la délinquance. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est d'accord qu'une norme juridique est une norme sociale. Donc en fait, il ne faut pas forcément opposer déviance et délinquance. La délinquance est une sous-partie de la déviance. En gros, si je faisais des cercles concentriques, on a un grand cercle qui représenterait la déviance, et à l'intérieur de la déviance, il y a une sous-partie qui serait la délinquance, qui serait la déviance qui serait ne pas respecter des normes, et la délinquance qui serait ne pas respecter des normes juridiques. Donc là, on en est à notre deuxième définition, et qui sont des définitions évidemment à connaître.
La déviance, c'est l'ensemble des conduites que les membres d'un groupe social ou d'une société jugent non conformes à leurs normes et qui, de ce fait, risquent de susciter de leur part réprobation et sanctions négatives. Et deuxièmement, la délinquance, c'est l'ensemble des actes constituant une infraction, c'est-à-dire des actes constituant une transgression des normes juridiques passibles de sanctions pénales. Du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les actes déviants ne sont pas forcément des actes délinquants. Par contre, tous les actes délinquants sont nécessairement des actes déviants. Hein. La délinquance est une sous-partie de la déviance. Troisième question, enfin, on vous demande d'expliquer le passage souligné. Donc on va le relire ensemble. Or, pour qu'une sanction soit prononcée, une première condition semble être requise, qu'une idée préalable de ce que le comportement illégal devrait être habite l'esprit de ceux qui l'infligent, comme celui de ceux qui s'y soumettent. En d'autres termes, il faut que le préexiste une norme à l'aune de laquelle puisse se mesurer un écart, et que cette forme soit suffisamment publique pour que la sanction soit comprise comme telle. Alors, on vous demande, là ce qu'on vous explique, c'est en fait, on vous explique de quoi on a besoin pour qu'on puisse qualifier un acte de déviant. Et en gros, on vous dit, pour qu'il y ait un acte déviant, ça ne suffit pas qu'il y ait un acte, il faut déjà que, pour qu'il soit déviant, il faut qu'il ait transgressé une norme. Mais du coup, pour qu'il ait transgressé une norme, il faut déjà qu'il existe une norme. Et il faut que cette norme existe, mais qu'elle soit partagée par tout le monde. De sorte que, si on sanctionne quelqu'un pour un acte déviant, aussi bien la personne qui a commis l'acte que la personne qui donne la sanction soient tous bien d'accord que la norme c'était ça, on s'est écarté de la norme, donc on se fait punir parce qu'on s'est écarté de la norme. Par exemple, quand vous ne faites que discuter en classe, vous savez très bien que vous êtes en train d'avoir un comportement qui s'écarte de la norme. Je sais très bien que vous êtes en train d'avoir un comportement qui s'écarte de la norme. Donc si je vous punis, on est tous d'accord que si vous recevez une sanction, c'est parce que vous avez fait que bavarder. D'accord ? Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour exister, la déviance suppose la réunion de 3 éléments, une norme, la transgression de cette norme, et enfin une réaction sociale à la transgression de cette norme. Et c'est vraiment important d'avoir ces 3 étapes, c'est-à-dire qu'en fait, si on a juste les 2 premières, une norme et la transgression de la norme, c'est pas un acte déviant. Parce qu'un acte déviant, c'est forcément quelque chose de socialement accepté, c'est quelque chose qui se construit socialement. Par exemple, on a dit, voilà, une norme normale, c'est de marcher à 4 pattes. Une norme partagée par tout le monde, une norme sociale, c'est de marcher sur 2 jambes. Si vous décidez de marcher à 4 pattes, vous êtes en train d'avoir un acte déviant. Potentiellement. L'idée, c'est que si vous marchez à 4 pattes tout seul chez vous dans votre chambre, il n'y a personne pour vous voir, et donc c'est pas de la déviance, puisqu'il n'y a personne. Si vous commencez à marcher à 4 pattes dans la rue ou dans le lycée, là tout le monde va vous regarder bizarrement, tout le monde va vous renvoyer, va peut-être se moquer de vous, et ça c'est une forme de sanction négative, c'est une forme de réprobation sociale, le fait qu'on se moque de vous, qu'on vous montre du doigt ou qu'on rigole, et donc là on est bien en train d'avoir un acte déviant. Vous voyez bien que s'il n'y a pas la 3e étape qui est la réaction sociale, en fait il n'y a pas d'acte déviant. Donc il faut bien les 3, norme, transgression de la norme, réaction sociale, réprobation sociale à la transgression de la norme. Et c'est bien ces 3 étapes-là qui font qu'on a affaire à un acte déviant. Voilà, donc on a fini pour cette partie-là. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que c'est absolument primordial pour que la déviance puisse exister, que des normes existent. En fait, il n'y aurait pas de déviance s'il n'y avait pas de normes. C'est pour ça que le titre du grand A, c'est bien un phénomène qui découle de l'existence de normes. C'est-à-dire qu'en fait, la déviance, c'est la transgression de normes sociales. S'il n'y avait pas de normes sociales, il n'y aurait pas de déviance. Si on vivait dans une société sans normes, on vivrait dans une société sans déviance. Et du coup, à retenir, ce qu'il va vraiment falloir comprendre, c'est que globalement, c'est pas... En gros, il n'y a pas des actes qu'on peut qualifier de déviants de façon universelle, en tout et pour tout. En gros, ce qui est déviant, c'est pas l'acte d'une personne, mais c'est le fait que une personne transgresse une norme sociale. Donc si les normes changent, la même chose peut être considérée comme déviante ou non. On peut prendre un exemple très simple, mais regardez... Aujourd'hui, il est obligatoire de sortir dehors avec un masque. D'accord ? Donc quelqu'un qui ne porte pas son masque ou qui porte son masque sur le nez est quelqu'un de déviant. D'accord ? Pourtant, si il y a la même chose un an avant, et personnellement, moi, je sais que alors, dans la rue un peu moins, mais dans le métro, quand je vois quelqu'un dans le métro sans masque, ça me choque.
Je suis là en mode non, mais attendez, c'est quand même. On est dans un espace fermé. Si cette personne a le coronavirus, il peut me le transmettre par sa respiration, surtout s'il éternue, etc. Donc le fait que quelqu'un ne porte pas son masque, principalement dans le métro par exemple, a quelque chose de choquant. Là où. Essayons de revenir 2 ans en arrière. 2 ans en arrière où personne ne porte de masque. Si j'avais vu quelqu'un rentrer dans le métro avec un masque, j'aurais été choqué en me disant, et c'est ça qui aurait été un acte déviant, où je me serais dit, mais pourquoi cette personne a un masque? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est dangereux? Etc., etc. Donc, on voit bien que là, la même action, porter ou ne pas porter un masque, selon le contexte, va être vu comme déviant ou non. Et en fait, on voit que, du coup, ce qui fait que cet acte est déviant, c'est pas le fait de porter ou de ne pas porter un masque, c'est le fait de est-ce que la norme nous demande de porter le masque ou de ne pas porter le masque. Si la norme nous dit que de ne pas porter le masque, alors porter un masque c'est déviant. Si la norme nous dit de porter un masque, alors porter un masque n'est pas déviant. Donc vous voyez que c'est pas l'acte en lui-même qui est déviant, c'est la norme qui rend l'acte déviant. Et donc pour résumer ça, en fait, Durkheim, dès les règles de la méthode sociologique en 1895, avait une formule assez bien faite pour résumer ça, et je veux vous le faire noter en termes de à retenir, parce que c'est joliment dit. Donc Émile Durkheim disait « Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons. » Hein, donc c'est bien l'idée, c'est-à-dire que maintenant, moi, quand je vois quelqu'un rentrer dans le métro sans masque, ça me choque, et donc c'est bien parce que ça me choque qu'en fait, on considère cet acte comme déviant. Je dis moi, mais en fait, normalement, comme c'est devenu la nouvelle norme, ça devrait l'être. Alors, on n'est pas à l'abri que ça change, hein, j'espère qu'il y viendra un jour où quand même on pourra rebasculer sur un mode de fonctionnement sans masque dès qu'on met les pieds en dehors de chez nous. Donc du coup, pour réussir à comprendre comment se met en place la déviance, il va falloir comprendre comment se met en place le contrôle social, c'est-à-dire l'application des normes et des valeurs. Donc, ainsi, transition, un acte n'est déviant qu'à condition de faire l'objet d'un contrôle social. Et on passe à notre grand B, un phénomène. Donc, quand je dis un phénomène, c'est toujours la déviance dont je parle. Donc, la déviance, un phénomène qui ne peut être pensé indépendamment du contrôle social. Alors, on va étudier le document 4 et répondre ensuite aux questions. Donc le document est un peu long. Allons-y ensemble. Document 4, les différentes formes de contrôle social. Si pour cerner de manière plus précise cette notion, on se réfère à un ouvrage d'introduction à la sociologie d'usage courant, le contrôle social peut être défini comme le processus destiné à assurer la conformité des conduites aux normes établies dans une collectivité donnée, pour sauvegarder entre les membres de cette collectivité le dénominateur commun nécessaire à sa cohésion et à son fonctionnement. Ou bien, à contrario, c'est aussi le processus qui est destiné à décourager les différentes formes de non-conformité aux normes établies dans une collectivité. Le contrôle social interne ou intériorisé est celui qui résulte d'une autodiscipline des individus fondée sur un sentiment intériorisé d'obligation, sans autre conséquence en cas de déviance qu'un sentiment de culpabilité. L'autorité et le pouvoir prescripteur des règles de morale, de politesse ou de savoir-vivre sont très largement fondés sur le sentiment d'obligation intériorisée qui caractérise les formes de contrôle social interne. Certes, cet autocontrôle est pour une grande part le résultat d'un apprentissage social que l'analyse sociologique désigne sous le terme de socialisation, avec l'influence d'institutions comme la famille, l'école ou les églises, mais au moment où il s'exerce, il se traduit par une autodiscipline que l'individu s'impose à lui-même, de façon spontanée, en ayant les sentiments intimes de devoir respecter les normes concernées. Il n'en est pas de même pour le contrôle social externe, qui, lui, résulte de pressions sociales extérieures pour amener les individus à se conformer aux normes établies. Cela étant, ce contrôle externe est susceptible de prendre lui-même deux formes. La première forme de ce contrôle peut être qualifiée d'immédiate, de sociétale ou de communautaire. C'est une forme de contrôle social spontané, inorganisé, informel, qui résulte de la surveillance que les individus composant un groupe exercent les uns sur les autres en sanctionnant mutuellement leur conformisme ou leur déviance.
La fonction de contrôle est alors diluée dans l'ensemble du groupe et chacun de ses membres est amené plus ou moins à l'exercer. La rumeur, le commérage, la mise en quarantaine ou le lynchage peuvent être considérés comme des formes, d'une gravité variable, de ce contrôle qui en général caractérise les sociétés dites d'interconnaissance dans lesquelles la visibilité des comportements de chacun permet le contrôle de tous par tous. Dans ce contexte, la réduction et le contrôle des déviances résultent de la pression directe et immédiate du groupe sur les individus sans qu'il y ait formalisation et institutionnalisation de ce mécanisme. Ce premier type de contrôle externe, spontané et immédiat est à distinguer d'un autre type de contrôle externe qui peut être qualifié de contrôle organisé, médiatisé, institutionnalisé. Dans ce cas, la pression sociale n'est plus directe, elle est le fait de certains membres du groupe considéré qui sont investis de cette tâche et se manifeste en cas de déviance en intervenant au nom de la collectivité. Ce qui peut inclure par exemple des formes religieuses de contrôle social fondées sur la menace et l'application par des institutions religieuses de sanctions surnaturelles ou magiques. L'institution judiciaire peut être considérée comme la plus classique des instances institutionnalisées de contrôle social externe. Parmi ces formes de contrôle social institutionnalisé se situe aussi la spécificité du contrôle social de type policier, dont la singularité tient à la possibilité de recourir si nécessaire à la contrainte par l'usage de la force physique. Ainsi, pour prendre un exemple concret, le respect par les piétons de l'obligation d'utiliser les passages protégés pour traverser une rue peut d'abord résulter, indépendamment du contrôle social, d'une appréciation personnelle du danger qu'il peut y avoir à ne pas le faire, le risque de se faire renverser par un véhicule. Mais le respect de cette règle peut aussi être la conséquence de l'esprit civique des individus et du sentiment d'obligation qui en résulte, autocontrôle de type moral. Il peut être lié au souci de ne pas s'exposer à la réprobation exprimée de façon plus ou moins explicite par les autres personnes qui assistent à la scène, contrôle sociétal immédiat ou informel, que l'on constate dans le cas des pays comme l'Allemagne, la Suisse ou le Japon. Et enfin, il peut tenir à la présence d'un policier et à la crainte de voir celui-ci intervenir en cas d'infraction, contrôle institutionnalisé de type policier. Effectivement, hein, donc comme ils vous disent dans le document, là, ils vous montrent que le fait de traverser un passage piéton peut mener à un contrôle sociétal différent en fonction des pays, et ils disent notamment, on constate dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse ou le Japon. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je suis allé en Allemagne, à Berlin notamment. Alors moi j'habitais à Paris à ce moment-là, et c'est vrai que, comme et la plupart d'entre vous aussi je suppose, je respecte d'habitude les passages piétons, mais bon, quand il n'y a aucune voiture et que j'ai suffisamment de visibilité et que le feu est rouge, je traverse. J'ai fait ça en Allemagne et je me suis aperçu que ça ne se fait pas du tout à Berlin. Si à Berlin, même s'il n'y a aucune voiture et que vous n'entendez pas le son d'une voiture et que vous avez l'impression d'avoir un boulevard devant vous, si vous traversez au rouge, tout le monde vous regarde vraiment bizarrement. Ils respectent très fortement le feu rouge pour les piétons, là où en France, c'est vrai qu'on est un petit peu plus permissif avec ça quand on estime qu'il n'y a pas de danger. Donc on voit que ça, voilà, c'est du contrôle social informel externe, et on voit que ça peut être différent en fonction des pays. Alors, on va répondre maintenant aux questions, ce qui va nous permettre de décortiquer un petit peu tout ce qu'on vient de dire dans ce gros bloc-là, et de retenir l'essentiel, et surtout de placer un certain nombre de définitions qui vont être importantes pour la suite. Donc premièrement, on vous demande qu'est-ce que le contrôle social ? Ce qu'il faut avoir en tête, alors non, on vous demande pas vraiment qu'est-ce que le contrôle social, on vous demande quelle est la fonction du contrôle social. Et on placera la définition après. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est, on vous le dit, hein, le contrôle social, donc c'est ce qui vise à nous faire respecter les normes, les valeurs. Donc c'est quelque chose qui induit à la conformité de nos comportements. En gros, c'est ce qui permet d'éviter les comportements déviants. Et on nous dit, dans le document, donc je lis le document, c'est pour sauvegarder entre les membres de cette collectivité le dénominateur commun nécessaire à sa cohésion et à son bon fonctionnement. Donc en fait, la fonction du contrôle social, c'est de nous encourager à respecter les normes et les valeurs par des sanctions positives comme des récompenses, ou de décourager les transgressions par des sanctions négatives comme des punitions.
Donc le but du contrôle social, c'est de nous faire respecter les normes et les valeurs par l'application de sanctions positives comme des récompenses, et de décourager leur transgression par l'application de sanctions négatives comme des punitions. Et en gros, le but de ça, c'est de garantir la cohésion sociale. Hein, le but du contrôle social, c'est de permettre qu'on vive bien en société. Parce que si personne ne respecte les normes sociales, ça devient très difficile de vivre dans une société. Donc le contrôle social, c'est tous les mécanismes qui visent à l'application des normes et qui permettent la cohésion sociale. Donc définition, donc ça on a vu ce qu'était la fonction, maintenant on va donner une définition un peu simple et concise qui sera évidemment à retenir. Le contrôle social, c'est l'activité d'une société ou d'un groupe social en particulier qui consiste à assurer le maintien des règles et la conformité des comportements des individus aux normes en vigueur. Voilà. Ensuite, on vous demande, question 2, qu'est-ce qui différencie le contrôle social interne du contrôle social externe? Et on vous demande de donner des exemples. Donc, on a vu, hein, le contrôle social, ça c'est assez évident à comprendre, hein, mais le contrôle social interne, c'est le contrôle qui vient de l'intérieur, et le contrôle social externe, c'est le contrôle qui vient de l'extérieur. Donc le contrôle social externe, c'est par exemple un professeur ou des amis qui vont vous dire « Ah mais non, fais pas ça », ou plutôt « fais ça », ou qui vont se moquer de vous et qui vont faire en sorte de respecter les normes, alors que le contrôle social interne, c'est moi-même qui fait que je vais respecter une norme. Donc imaginons... voilà, par exemple, donc si je veux donner des exemples, si je vois imaginons que je ramasse par terre j'ai du mal. Hein. Donc imaginons que je ramasse un portefeuille par terre. Voilà, on peut faire cette expérience-là. D'ailleurs, imaginons que voilà, y a quelqu'un qui marche devant moi et qui fait tomber son portefeuille et que je le ramasse. Si tout le monde autour de moi m'a vu et a vu que je l'avais ramassé, de façon générale, il y a peu de chances pour que je prenne le portefeuille et que je le garde pour moi parce que tout le monde va me regarder bizarrement et peut-être me dire non mais on t'a vu le ramasser. Donc là on voit que c'est du contrôle social externe, c'est-à-dire que oui je vais le rendre à la personne qui l'a fait tomber parce que tout le monde me regarde. Imaginons maintenant que, même scénario, quelqu'un fait tomber son portefeuille juste devant moi sans s'en apercevoir, je le ramasse mais là personne ne m'a vu. Là il y a deux cas de figure, c'est soit je le rends quand même à la personne, soit je le garde pour moi. Et ce qui va se passer c'est que si je le garde pour moi, je sais que c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Je sais que je suis en train de voler cette personne parce que je sais très bien que ce portefeuille ne m'appartient pas et que je devrais le rendre à la personne. Et du coup, là, si je rends effectivement le portefeuille à la personne, alors que j'aurais peut-être eu bien envie de récupérer l'argent qu'il y avait à l'intérieur, ce n'est pas parce que des gens autour de moi sont en train de regarder ce que je fais, c'est parce que moi, personnellement, à l'intérieur de moi-même, je sais que c'est la bonne chose à faire et que c'est le comportement moral à adopter. Et donc, je décide moi-même d'adopter un comportement moral et de rendre le portefeuille à la personne qui l'a fait tomber. Parce que je sais très bien que si moi-même, un jour, je perdais mon portefeuille, j'aimerais que ce soit le comportement que les autres aient à mon égard. D'ailleurs, à ce propos, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus, grandeur nature, avec des gens qui étaient filmés, et on faisait l'expérience de quelqu'un qui ramasse effectivement un portefeuille, et on s'aperçoit que les gens ramènent beaucoup plus le portefeuille quand ils sont observés que quand ils sont tout seuls, ce qui montre qu'effectivement le contrôle social externe est en général plus efficace pour nous faire adopter des comportements moraux que le contrôle social interne. Alors, définition, on va en profiter pour définir tout ça. Le contrôle social interne, qu'on appelle aussi l'autocontrôle, c'est la conformité aux normes volontaires qui résultent de l'intériorisation de celles-ci pendant le processus de socialisation. Et le contrôle social externe, c'est la conformité aux normes du fait de contraintes extérieures, notamment l'existence d'instances de socialisation et de sanctions positives ou négatives. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le contrôle social externe, parce qu'on a vu que le contrôle social externe, il peut être de deux formes, positif ou négatif. Pas positif ou négatif, il peut être formel ou informel. Donc justement, question 3, qu'est-ce qui différencie le contrôle social formel et le contrôle social informel, et donner des exemples. La différence entre contrôle social formel et informel, ça va être un petit peu comme on avait vu la différence entre normes sociales et normes juridiques. Si je reprends l'exemple de moi qui vois quelqu'un faire tomber son quelqu'un faire tomber son portefeuille, si les gens, si je le ramasse et que en fait c'est
des passants, des gens normaux qui sont autour de moi, et que s'ils me voient pas le lui rendre, ils me regardent bizarrement, voire ils vont me confronter, c'est du contrôle social informel, puisque c'est la société, c'est les personnes inconnues qui me, qui me sanctionnent. Si parmi les personnes présentes, il y avait un policier, qui m'a bien vu et qui serait pas de m'arrêter, là ça se transforme en contrôle social formel. Un policier ou par exemple un prêtre si j'étais religieux. D'accord. Donc si pour les personnes religieuses, les personnes appartenant au clergé font partie du contrôle social formel. D'accord. Donc la différence entre contrôle social formel et contrôle social informel, ça va dépendre de qui me fait respecter les normes. Si les personnes qui font respecter les normes, ce sont la police, la justice, la religion, etc., ça c'est du contrôle social formel. Si ce qui me fait respecter les normes, c'est les interactions avec d'autres personnes, simplement, voilà, la famille, les amis, les pères, etc., ça va être plutôt du contrôle social informel. Donc, définition. Le contrôle social externe est qualifié de formel lorsque la conformité aux normes est le produit de contraintes exercées par des institutions spécifiques comme la police, la justice, l'école, la religion, etc. Et informel lorsque la conformité aux normes est le produit de contraintes exercées par des interactions sociales avec les autres. Voilà. Et enfin, on vous demande, à partir des documents 3 et 4, pourquoi peut-on dire que sans contrôle social, il n'y a pas de déviance? Là, justement, c'est un peu ce qu'on avait dit dans la question précédente, c'est que pour exister, la déviance suppose qu'il y ait 3 éléments. Une norme, une transgression sociale et une réaction sociale à la transgression sociale de cette norme. Et ici, on voit que la réaction sociale, c'est le contrôle social, justement. Pour qu'il y ait déviance, il faut qu'il y ait contrôle social. Autrement dit, la transgression d'une norme n'a pas besoin d'être repérée et sanctionnée pour exister. En revanche, elle devient déviance qu'à partir du moment où elle est repérée et sanctionnée. Or, c'est par le contrôle social que les transgressions et les normes sont repérées et sanctionnées. D'accord ? Donc, il faut bien avoir, pour qu'il y ait déviance, il faut qu'il y ait norme, transgression et réaction à cette norme. Donc repérage et sanction de l'action. Et ce qui repère et sanctionne l'action, c'est le contrôle social. Et le contrôle social, il peut être positif ou négatif. Donc en conclusion, pour cette partie-là, il n'y a pas de déviance sans norme et sans contrôle social. Donc la déviance, c'est la transgression, mais il n'y a pas vraiment de déviance sans norme, ça c'est le grand A, et sans contrôle social, ça c'est le grand B. Voilà, on a terminé pour cette première partie du cours. Pour la suite, je vous demanderai donc de me faire l'exercice 1 et de me remplir le schéma bilan. Donc l'exercice 1, on donne un certain nombre d'actions, et qui ne sont pas forcément des actes de déviance, d'ailleurs, qui peuvent être des actes conformes. Et on vous demande à chaque fois si on est en train de faire du contrôle social formel, du contrôle social informel, de la sanction positive ou de la sanction négative. Sachant qu'il faut savoir que le contrôle social, il y en a tout le temps. Parce que le contrôle social, normalement, son but, c'est de faire respecter les normes. Donc il y en a évidemment aussi quand il n'y a pas de déviance. Et enfin, je vous demanderai de remplir le schéma bilan. Donc là, c'est quand même assez facile puisque je vous donne les mots de vocabulaire. Donc vous placez le vocabulaire interne, sanction formelle, informelle, sanction formelle, cohésion sociale, informelle, externe, contrôle social dans les différentes cases du schéma bilan. Et voilà. Et vous pouvez vous le faire simplement à la main pour le moment, sachant que je vous distribuerai de toute façon le dossier documentaire plus tard. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas s'il y a des questions et à très vite.